Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous retrouver sur Kavi Média, le seul et unique média de développement en République de Guinée. Merci d'être des nôtres si vous nous écoutez sur la 89.5 en bande FM. Merci de votre fidélité. Si vous nous regardez à la télé, vous êtes sur Kavi TV, disponible sur les bouquets Canal+, et Star Times, bouquet Canal+, sur lequel, dans quelques jours, dans pratiquement 3 jours, nous allons changer de numérotation. Nous serons sur le numéro de 410 au lieu du numéro 249. Retenez-le bien, nous serons sur le numéro 410 au lieu du numéro 249. Vous êtes dans le scanner. Au menu de ce matin, les fortes pluies qui s'abattent ces derniers jours sur Conakry et ses environs ont causé d'importants dégâts matériels, notamment à Conakry, Dubrika, Kagbeli et Akoya. À Yembea, par exemple, les eaux de ruissellement ont bloqué pendant un bon moment le passage des engins roulants. À Bondabo, dans Dubrika, un pont s'est partiellement effondré. À Akoya, le quartier Bananéré a été largement ou lourdement frappé par des inondations, et à Ansoumania village, un habitant a été sauvé de justesse. Nous ferons un tour plus ou moins complet dans la première partie de cette émission. Le scanner, crise de liquidité ou simple pénurie de billets, les difficultés d'accès à l'argent liquide persistent dans les banques guinéennes en marge d'une rencontre organisée par le FMI, Fonds monétaire international. Le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée, Dr Karamou Kaba, s'est exprimé pour la première fois sur la situation. Il rejette l'idée d'une crise de liquidité, évoquant plutôt une crise de billets. Il a également annoncé des mesures urgentes censées permettre un retour rapide à l'ordre à la normale. Décryptage à suivre dans un instant. C'est désormais officiel, le général Assimi Goïta, au pouvoir depuis le second coup d'État de 2021 au Mali, se voit accorder un mandat de 5 ans renouvelable indéfiniment, sans passer par les urnes évidemment. Ce jeudi 3 juillet 2025, le Conseil national de transition CNT a adopté à l'unanimité la nouvelle charte de la transition, ouvrant ainsi la voie à cette prolongation controversée du pouvoir, une décision qui soulève assez de questions, et on en parle dans cette émission Le Scanner. Dans la dernière partie, nous nous intéressons à la Grâce, qui est un acteur clé dans la lutte contre la criminalité économique et financière en Guinée, chargé de gérer, conserver, valoriser et parfois vendre les biens saisis ou confisqués dans le cadre des procédures judiciaires, en particulier dans les affaires de corruption, de détournement de fonds ou de blanchiment. L'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués a pour objectif de priver les délinquants financiers tout en garantissant une meilleure utilisation de ces ressources au bénéfice de l'État, voire de la société via des projets d'intérêt public. Mais comment cette agence s'organise pour mieux recouvrer et restituer ces avoirs, et surtout quels sont ses moyens pour renforcer les capacités nationales en matière de gestion de ces biens? Pour répondre à toutes ces interrogations, nous recevons dans un instant Monsieur Alphasseni Camara. Il est directeur général de la GRASC. C'est notre invité de ce dernier numéro de la semaine. Installez-vous confortablement. Bienvenue sur le Média du Développement. Merci de nous retrouver sur l'ensemble synchronisé de nos médias. Vous êtes sur Kavi Média, vous nous écoutez à Conakry et environ, vous nous regardez partout dans le monde. Merci de votre fidélité. Ici avec moi pour ce dernier numéro de la semaine. Diallo, bonjour. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. On commence par ce premier sujet. Les pluies torrentielles continuent de s'aimer le chaos à Conakry et ses environs, à Dubrika, à Kagbeli et à Koya. Les dégâts sont nombreux. Un pont partiellement effondré à Bondabo, un quartier sous les eaux du côté de Koya, notamment à Bananéré, et un habitant d'Ansoumania village sauvé de justesse. Avant tout décryptage, tout commentaire ou toute analyse, suivons ensemble ces séries de reportages réalisés par la rédaction politique. Ce sont des scènes incroyables que des habitants du quartier Bananéré ont vécu dans la nuit de mardi à mercredi. Plusieurs ménages ont été envahis par les eaux.
provoquant d'importants dégâts matériels. Aucune perte en vie humaine n'a été signalée, mais les sinistrés restent sous le choc. Selon Mamadou Siré Dramé, cette inondation serait liée à la montée des eaux de la rivière voisine. En fait, ici, la source, c'est que le marigot, ce n'est pas encore bien, c'est pas approfondi. Le marigot n'est pas approfondi. Et vu la montée de la marée montante, la mer a plus de force que le marigot qui descend. Donc, quand la marée monte, le marigot ne peut pas descendre. L'eau doit chercher où rester. Donc, c'est à cause de ça, l'eau rentre souvent dans les concessions des gens ici, par là. Et ça cause tellement de dégâts, on ne peut pas tout dire. Et aujourd'hui, on pleure tellement. Chaque année, c'est comme ça. C'est grâce à la mobilisation des jeunes de la localité que le pire a été évité, affirment les sinistrés. Lorsque nous avons été victimes de cette inondation, nous avons reçu de l'aide des gens qui nous ont conduits dans une école. C'est ce qui nous a sauvé la vie. On a enregistré plusieurs dégâts matériels, mais pas de perte en vies humaines. C'est une femme et son enfant qui ont échappé d'être emportés par l'eau grâce à l'aide des jeunes. C'est moi qui ai attaché cette corde, tendu la corde là, pour sauver ceux de derrière, parce que la police ne pourra pas venir de l'autre côté. Et si ce n'était pas bon, ce qui s'est passé hier. Nous sommes laissés dans ça jusqu'à 2 heures du matin. Face à cette situation, les habitants craignent le pire. Tous appellent à l'aide. On a quand même un sentiment de désespoir parce que personne ne peut s'attendre à ça. En fait, je ne m'en remets qu'à Dieu et puis je demande aux autorités de nous venir en aide si possible à ce qu'on soit rétabli dans les dommages qu'on a eu à avoir là. Déjà le 1er juin, nous ne sommes même pas encore le mois d'août où il pleut beaucoup plus en Guinée, entre août et septembre. L'année passée, 2023, c'était le 5 septembre. Il y avait l'inondation, il y avait encore plus de dégâts que ça. L'eau était montée jusqu'à ce niveau-là. Donc cette année, c'est venu jusqu'ici. Vous avez vu donc déjà le 1er. Donc on s'attend encore à beaucoup plus durant le mois d'août. Donc il faut que l'État prenne ses responsabilités, venir ici, ils doivent vraiment arranger la zone, qu'ils arrangent la zone, que les hommes puissent vivre. À Koya Bananéré, ces inondations répétitives deviennent préoccupantes. Au-delà des pertes matérielles, les risques sanitaires se multiplient en cette période hivernale. Nous sommes au carrefour de Yembeya, à Simbaya, dans la commune de Lambagné. Dans cette zone, la route est complètement bloquée, empêchant la circulation des véhicules, motos et les piétons. Il s'agit des eaux de ruissellement qui stagnent sur la chaussée à la suite de la pluie tombée sur Conakry ce jeudi. Les boutiques qui s'y trouvent sont aussi impactées. Les propriétaires ne peuvent ouvrir pour vendre leurs marchandises. Une situation qui provoque la colère des riverains. C'est décevant, on paye les taxes, on paye tout. On ne voit pas l'État. S'il s'agit de demander l'argent, là, ils sont présents. Mais quand il s'agit de faire leur travail, ils ne viennent pas. Vous voyez? Donc, alors qu'on a des familles à nourrir, il y a des enfants, il y a la location, il y a tout. Les gens de l'impôt là, ils n'ont qu'à se méfier d'ici dans ces 2 jours-là. Parce que tous les impôts, on paye ça normalement. La pluie va descendre tout de suite, ils vont commencer à venir encore pour réclamer les impôts. On ne va pas payer ça, on va les dire carrément, on ne va pas payer. Ce qu'il fait là, c'est pas pour voir tout ça là. Ça fait combien de jours? 4 jours. Arrivez après demain, vous avez trouvé là, ici là, c'est comme si l'État ne vient pas. Vous allez trouver ici là, comme ça, dans 4 jours maintenant. Où on va? Ça fait mal. Ça fait très très mal. Un camion remorque en partance vers Kiroti est immobilisé dans les eaux. Des maisons à l'alentour ne sont pas restées épargnées par cette inondation. Makale Kamara, étalagiste dans ce carrefour, interpelle les autorités. Ce que nous avons à dire au gouvernement, c'est de nous aider ici. On souffre énormément. Sinon, on ne sait pas quoi faire. C'est ici que nous gagnons notre quotidien. Nous payons le loyer, les frais de scolarité de nos enfants, toute notre vie d'ailleurs. C'est le même constat sous le pont de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré de Gbessia. Là aussi, le passage est complètement bloqué. Aucun véhicule ou moto n'y passe. Le manque de caniveaux d'évacuation des eaux et la construction anarchique sont souvent à l'origine de ces inondations à Conakry.
Image incroyable, Yaya Diallo, on l'a suivi des deux côtés. Conakry et ses environs, il faut le rappeler, sous l'eau. Absolument, sous l'eau, lié à la construction anarchique, à l'incivisme, mais aussi à l'inaction de l'État. Construction anarchique, nous avons constaté par endroits au niveau des Banadérés, ce n'est pas la première fois. Ouais. Ce sont des dégâts qui sont devenus saisonniers. On se rappelle très bien en 2022, si j'ai une bonne mémoire, où nous avons constaté à des morts d'hommes de ce côté-là. Nous avions pensé qu'à l'époque, et l'État et les citoyens allaient prendre conscience de ce danger saisonniers qui guettaient cette population-là. Malheureusement, on s'en rend compte que les uns y vivent et n'ont pas tiré les leçons de ce qui s'est advenu les années passées. Et c'est malheureux de constater cela. Premièrement, d'abord, il y a l'État qui avait déployé assez de moyens à travers l'Anguiche pour secourir les gens, mais aussi dédommager certains qui étaient victimes. On avait entendu effectivement à travers l'État que c'était des jeunes qui ont été considérés comme étant des jeunes trop risqués. Et je ne pense pas que l'État a pu lui-même tirer toutes les leçons pour pouvoir justement prendre toutes les précautions possibles et d'interdire les citoyens de loger le long de ce fleuve-là. Parce qu'il s'agit là d'un fleuve, c'est vrai qu'on constate par endroits quelques inondations liées à l'eau de ruissellement, mais en réalité, nous savons très bien que c'est un passage de l'eau. Nous avons vu l'environnement et nous avons vécu cela puisque nous avons tous été à Koya, nous avons vu comment tout cela est fait. Les gens sont venus jusque dans le fleuve pour pouvoir justement construire. Ça, c'est de la responsabilité des citoyens. Alors, l'État, à la limite, doit pouvoir justement prendre sa responsabilité. Premièrement, d'abord, de sanctuariser carrément ces jeunes qui sont jugés par lui-même l'État des jeunes à haut risque et éventuellement prendre des précautions contraignantes aux citoyens de ne plus justement y rester. L'État peut, à travers ses moyens, pourquoi pas accompagner ces citoyens-là pour qu'ils puissent avoir de logements quelque part où il y a moins de risques. Alors ça, c'est à Bananéré où nous constatons effectivement cette répétition saisonnière de ces calamités-là. Donc je pense qu'aujourd'hui, la responsabilité entre ces citoyens et l'État est partagée. Les citoyens n'ont pas tiré les leçons de tout ce qu'ils ont pu vivre de par le passé. Nous avons entendu certains dire que ce n'est pas la première fois et ils attendent le pire parce qu'ils auraient connu que c'est le début de l'hivernage. Nous avons le mois d'août qui est là, nous avons le mois de septembre où il y aura des grosses averses qui vont tomber et donc je pense que cela viendra avec des conséquences aussi supplémentaires. Donc c'est le bon moment, ce sont des alertes, c'est le bon moment pour les citoyens d'en tirer toutes les conséquences et de quitter carrément les jaunes parce que c'est de là qu'il s'agit aujourd'hui. Il n'y a ni plus ni moins, il n'y a pas autre solution, c'est de quitter les jaunes et je pense que là l'État doit pouvoir s'approprier de toute sa responsabilité pour pouvoir nous éviter des risques qui pourraient être beaucoup plus dommageables. Mais ça c'est à Koya. Mais à Conakry, les habitants ne peuvent pas quitter. Malheureusement, ce sont des travaux mal réalisés qui sont à l'origine de certaines inondations. Par endroits, on cite Yembéa et sous le pont de l'aéroport. Une question qui n'a jamais été répondue par les autorités. Absolument, à l'aéroport, c'est devenu traditionnel. Nous savons ce qui se passe là. C'est pendant la saison pluvieuse, c'est un fleuve qui s'est créé artificiellement de par le fait justement de cette mauvaise exécution de ces travaux-là. Parce que tous les ingénieurs s'accordent à dire qu'il y a eu des failles dès au début de la mise en place de cet ouvrage-là. Malheureusement, l'État n'a pas pu jusqu'à présent prendre sa responsabilité en corrigeant ces failles-là. Donc ça continue. Et nous savons très bien qu'il représente cet axe très stratégique pour la République de Guinée. C'est l'aéroport et puis c'est l'autoroute aussi qui passe. Ouais. Donc nous voyons ce qui se passe là. Donc je pense que là, l'État doit pouvoir prendre sa responsabilité entièrement. En ce qui concerne Yembéa, nous avons vu, il y a la mauvaise exécution aussi là de ces travaux routiers, c'est vrai, mais il y a par endroit aussi la construction anarchique. C'est un fait aujourd'hui. Et c'est un début, on ne pourra pas prévenir ce qui pourra advenir, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, nous constatons que c'est en cela que nous parlons de l'inaction de l'État, parce que c'est seul l'État qui est habilité à un certain niveau de revoir partout là où il y a des risques qui se posent,
d'inviter les citoyens carrément de quitter les lieux. Nous avons là le plan cadastral de la capitale. Il suffit juste que le département de l'habitat puisse s'approprier de ce plan-là pour pouvoir éviter ce que nous sommes en train de vivre dans notre pays. C'est vrai que c'est un phénomène qui est mondial. Les inondations se font même aux États-Unis, en Chine, un peu partout. Mais on peut les éviter parce que chez nous, ici, nous sommes tous d'accord que cela est lié effectivement à des pratiques inciviques. Et je pense que là, l'État doit pouvoir justement jouer son rôle. Les citoyens, puisque ce sont les victimes, il faut que les uns et les autres comprennent qu'on ne peut pas continuer justement à accuser l'État dans cet état de fait-là. C'est vrai que vous payez vos taxes, nous avons entendu les citoyens se plaindre, oui, nous payons nos taxes, nous nous acquittons de tout ce qui est de notre devoir, c'est vrai, mais en réalité, il faut essayer de voir ce qu'ils sont en train de construire sur les passages de l'eau, parce que cela aussi, il y a de ces lieux d'évacuation de ces eaux-là qui sont carrément bloqués, et l'eau, quand vous la bloquez, effectivement, elle cherchera par où passer. Forcément. Donc en créant des dégâts. Donc c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Je pense qu'il faut que nous essayons ensemble de réfléchir sur comment pouvoir justement nous éviter cela. Les solutions sont là. Ce sont les constructions anarchiques dont il faut carrément bannir dans notre pays ici, et c'est l'État qui doit, à travers, il faut le rappeler, ces travaux gigantesques qui sont enclenchés un peu partout à travers la ville de Conakry. Ce sont des travaux qui sont salués par les uns et les autres, puisque ça consiste à désengorger carrément la ville de Conakry, mais il faut le dire, en désengorgeant la ville, il y a là justement de dégâts qui sont créés par le fait de certaines entreprises, de l'inaction de certaines entreprises, pour ainsi dire. Et là, nous avons des bureaux d'études de suivi, justement des bureaux de contrôle qui doivent jouer les rôles. C'est de là qu'il s'agit aujourd'hui. Nous nous rappelons de ces mises en garde qui ont été faites par le ministre des Infrastructures à l'époque, je crois qu'il y a 6 mois même avant l'arrivée de cette saison hivernale-là. C'était des mesures de précaution qu'il avait dû prendre en invitant à toutes les entreprises contre-attaque de pouvoir prendre les responsabilités et de respecter les délais d'exécution de ces travaux-là. Malheureusement, on s'en rend compte que même à Imbaya ici, les dégâts sont très énormes, il faut le dire. Et je pense que là, l'État doit pouvoir, à travers le département des infrastructures, interpeller ces entreprises-là, de bien faire les travaux, mais aussi de respecter les délais contractuels. Mais délais contractuels, respecter surtout. Et quand on parle, pour parler de respect, il y a forcément ces entreprises qui sont sur le terrain. Un monsieur, un Guinéen, a échappé de belle à la mort. Et vous allez suivre cela dans ce reportage réalisé par Ansou Bailo Baldé. C'était du côté de Ansoumania Village, dans la commune urbaine de Kagbele. Regardez. Le pire a été évité, la mort et la disparition étaient à la porte de Ibrahima Sano, un citoyen de Ansoumania Village dans la commune urbaine de Kabylie. Le professeur d'université a été sauvé grâce à une réflexion personnelle qu'il a eue en montant sur sa voiture emportée par les eaux de ruissellement. Pendant 2 heures, l'homme noyé est resté accroché à une liane venant d'un palmier et les pieds sur sa voiture. C'est toute une histoire qu'a vécu Ibrahima Sano. L'eau donc commence à monter dans la voiture et l'eau m'emporte. Une idée me vient de sortir, mais je me suis dit que si je décide de sortir, le courant d'air étant plus fort, il m'emporterait et que par noyade, sûrement, je mourrais. Et je suis donc resté dans la voiture. La direction donc a bifurqué autant de fois. Heureusement pour moi, ça s'est cogné contre un palmier qui l'a donc arrêté. Et là, le réflexe m'est venu donc de sortir. Je ne sais pas comment j'ai eu la force. Je suis sorti et monté sur le capot et puis monté sur le toit de la voiture et donc m'adossé à un palmier. Donc vous avez vu où les liens se trouvent. Je me suis adossé à ça pendant plus de 2 heures. Le sinistré Ibrahima Sano dénonce les travaux routiers entamés dans la localité d'Ansoumania Village qui sont à l'arrêt depuis un moment qui, selon lui, ont ouvert des risques d'inondation pour les habitants. Autant on va se remettre à Dieu, à sa miséricorde, autant il faut appeler à la responsabilité de la société qui est en train de travailler. Ma vie a été mise en danger hier. Heureusement que Dieu m'a sauvé. Et celles des centaines de gens sont en danger. Et vous avez vu ces voies-là qu'ils ont ouvertes, ces eaux-là donnent lieu à des piscines
dans lesquelles les enfants seraient tentés de nager. Parce qu'ils penseraient que ce sont des eaux, ce sont des piscines naturelles. Et là, ce sont leurs vies aussi qui sont en danger. Pour d'autres gens qui passent, pas de canaux, pas rien, pas de lieu de déviation. On obstrue le passage aux citoyens vers le pont que les riverains ils ont construit, sans pour autant améliorer l'état de la route. Et en l'aggravant, je crois que ça, leur responsabilité est à évoquer. Ibrahima Sano revenait d'un cyber où il est allé imprimer un document. C'est donc en revenant à la maison qu'il a été emporté par le courant fort des eaux de ruissellement à la suite de la pluie tombée dans la nuit de ce mardi dans le Grand Conakry. On ne le dira pas plus, hein. Nous avons suivi ce témoignage, il y a un galop. Et la responsabilité sociale, la responsabilité, en tout cas en gros, des entreprises est de mise, hein, il faut le dire. Absolument, c'est une responsabilité entière, et c'est ce que nous venons de dire ici. Sano l'a répété, il a été sauvé des espèces. Il aurait pu perdre la vie comme ça, banalement, par le fait de l'inaction ou de l'irresponsabilité de ces entreprises-là. C'est bien, c'est beau d'engager des travaux comme ça, mais il faut à un certain niveau, parce que nous savions tous, nous vivions là, nous connaissons effectivement que la saison hivernale s'approchait à grands pas et qu'il fallait anticiper pour nous éviter ces genres de choses-là. Et le risque encore reste et demeure, parce que nous voyons ces nids d'eau, comme il a appelé ici, ces piscines, où les enfants seront tentés de nager. Donc, à leur risque et péril. La responsabilité à qui? Mais aussi à ces entreprises. Parce que seul l'État peut, à un certain niveau, interpeller ces entreprises-là sur responsabilité. Donc, je pense que là, c'est largement suffisant. Tous ces faits, tous ces actes-là sont largement suffisants pour que l'État puisse se réveiller enfin de s'approprier entièrement de sa responsabilité en mettant la pression sur ces entreprises-là, parce que c'est pas un cadeau. En contrepartie, c'est l'État, c'est le contribuable guinéen qui est engagé. Donc, c'est nous qui payons ces entreprises-là pour que ces travaux-là soient exécutés. Donc, au retour, nous avons tout le droit d'exiger de ces entreprises-là de bien faire les choses, mais aussi d'être dans l'OTAN. Et c'est en cela que nous disons le département des infrastructures doit pouvoir, encore une fois, se réveiller et d'interpeller justement ces entreprises-là. Sinon, nous risquons, encore une fois, on ne le souhaite pas, d'enregistrer beaucoup plus de dégâts dans cette saison hivernale. On nous signale que l'entreprise en charge de cette route s'est mise en branle et a effectué quelques travaux. Depuis hier, elle est sur le terrain. Félicitations également à l'Anguche qui s'est rapidement mobilisée du côté de Koya Bananere. On le rappelait tantôt avec ses équipes de sauvetage qui ont vite réagi de ce côté. Mais l'État, en gros, la responsabilité sociale de tous les citoyens doivent en tout cas être de mise pour éviter le pire à notre pays. On parle de cet autre sujet inscrit à l'ordre du jour face aux longues files d'attente et à la rareté de billets dans les banques. Le gouverneur de la Banque centrale, Dr Karamo Kaba, brise le silence en marge d'un forum du FMI. Il dément toute crise de liquidité et parle plutôt d'un simple problème de circulation de billets. Il promet des mesures concrètes pour une sortie rapide de cette situation. Écoutons Dr Karamo Kaba, gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée. Derrière, on se retrouve pour le décryptage. Déjà, il faudrait remercier le Fonds monétaire international pour l'organisation de ce séminaire sur les perspectives économiques de l'Afrique subsaharienne. C'est important de venir, de discuter et de comprendre un peu ce que l'institution qui est la meilleure observatrice de ce qui se passe aujourd'hui au niveau du monde. Nous n'avons pas de crise de liquidité en Guinée. Nous avons une crise de billets. Aujourd'hui, quelqu'un qui est bancarisé, quelqu'un qui opère dans tout ce qui est dématérialisé, il n'a pas de problème. Le problème est que nous avons une trop grande utilisation de cash. Nous avons une baisse au niveau des demandes, au niveau des billets que la Banque centrale a. Grâce au travail de M. le Premier vice-gouverneur, nous avons vu les fabricants de billets et donc ils vont accélérer les livraisons au niveau des billets. Très rapidement, nous allons avoir au mois d'août 500 milliards qui vont venir. Nous allons avoir au mois de septembre
plus de 1500 milliards qui vont venir. Au mois d'octobre, on s'attend à avoir à peu près 600 ou 700 milliards. Et donc nous sommes en train de leur demander d'augmenter cela. Mais on va passer, je veux vraiment rassurer les populations. Nous allons passer cette étape. C'est un moment un peu compliqué. Nous sommes en train de prendre des dispositions, mais tout le monde sera payé. Nous sommes en train de prendre des dispositions. Tout le monde sera quand même payé, Diallo. Voici un extrait des propos du gouverneur de la Banque centrale, Dr Karamo Kaba, qui, lors d'une rencontre avec le FMI, a quand même accepté de s'exprimer sur ce sujet très brûlant. Justement, une première fois depuis que cette crise, même si on ne veut pas utiliser le mot crise, mais en réalité c'est de là qu'il s'agit, tacitement, le gouverneur lui-même l'a reconnu. C'est la première fois qu'il a dû prendre la parole publiquement et de s'exprimer sur quoi qu'il le fallait pour essayer de rassurer les uns les autres, parce que c'était la voie la plus autorisée et la plus légitime pour rassurer les uns les autres et pourquoi pas soutirer la population guinéenne sur ce qui se passe là. Et je crois que nous avons eu des informations quelquefois qui concordent avec ce que nous avions déjà dit ici dans le studio. Premièrement, d'abord, il a reconnu que la Guinée n'est pas confrontée à une crise de liquidité, peut-être c'est un jeu de mots, mais il y a un manque de billets. Je pense que c'est presque la même chose. De toute évidence, il y a un manque quelque part. Et ce manque-là est ressenti par les citoyens, par les usagers de banques. Nous avons connu de moments très difficiles ces derniers temps à travers les retraits bancaires, effectivement, à travers les banques primaires, où on vous dit carrément qu'il n'y a pas effectivement de liquidité, donc de la monnaie fiduciaire, parce que je comprends un peu le gouverneur de la BCRG quand il parle d'un manque de billets. On comprend très bien, puisque aujourd'hui nous savons que l'émission de cette monnaie fiduciaire, donc la monnaie en papier, relève en grande partie de ces banques primaires-là. C'est une évidence, mais la monnaie scripturale, comme on le dit ici, relèverait effectivement de la Banque centrale. Donc, comme on le rappelle ici, les lettres d'échange. Donc, j'avais dit tout simplement qu'aujourd'hui, il y a une nécessité absolue de communiquer là-dessus pour pouvoir justement soutenir la population, parce que c'est de là qu'il s'agit aujourd'hui. Les gens se posaient la question, il y a des spéculations, il y a des communications qui vont dans tous les sens, mais on n'entend pas l'institution concernée, en l'occurrence la BCRG. Je crois que c'est quelque chose qui devrait venir depuis un bon bout de temps. Maintenant que le gouverneur de la BCRG nous a rappelé qu'il s'agit là d'un manque de billets, nous osons croire que ce problème va être résolu, comme il a si bien dit, dans sous peu de temps, pour que nous puissions naturellement se passer de cette crise-là. Quoi qu'on en dise, il y a une crise naturellement. Alors, il a expliqué un peu les raisons qui sous-tendaient cette crise-là. Oui. C'était les dépenses excessives liées au cash. Donc, cela a joué un peu sur le bon fonctionnement de la BCRG, donc ce qui expliquerait effectivement ce manque de billet-là. On l'a dit ici au courant de cette émission qu'il y avait aussi ce qu'on appelle les dépenses extra-budgétaires qui ont dû peser sur la balance, et ce qui expliquerait par endroit ces déficits de billets dans les banques là. Donc je crois que de facto le gouverneur de la BCRG a dû reconnaître effectivement qu'il y a eu des dépenses excessives qui ont été effectuées, des dépenses non prévues, et c'est pourquoi nous parlons de dépenses extra-budgétaires. Donc ça a dû justement peser sur la balance, et aujourd'hui nous sommes dans une situation où effectivement il y a ce manque de billets là. Donc aujourd'hui, qu'est fait la BCRG? Il a rappelé lui-même le gouverneur, ils vont essayer de tenter de réunir tous les acteurs, mais aussi de créer cette confiance-là. Et d'émettre de nouveaux biens. Justement. Il a parlé d'argent. Oui, assez d'argent. Il a rappelé, pour un premier temps, il y aura 500 milliards qui vont être émis, pour un premier temps, pour faire face aux besoins urgents. Et ensuite, il y aura 1500 milliards et ensuite 700, 800 milliards à travers justement le mois d'août qui s'annonce là. Il y aura le mois de septembre, ensuite aussi progressivement et en fonction
de la disponibilité ou disons de la promptitude de ce qui sont en charge, donc les partenaires qui sont en charge de l'émission de ces billets-là. Il a dit ici, déjà les choses sont en cours pour pouvoir essayer de penser ce vide-là qui est déjà là et qui est pressant. Bien. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on attendait de la BCRG. Au-delà des discours, nous avons compris effectivement qu'il y a justement un problème, c'est un jeu de mots, manque de liquidité, manque de billets, à mon avis ça revient à la même chose puisqu'il y a un manque tout court et il y a là justement cette problématique qui se pose là et les citoyens aujourd'hui, on ne le dira pas assez, sont confrontés à ces problèmes-là. Et quand c'est comme ça, nous savons que cela peut engendrer, ce que ça peut, par endroit, fondamentalement freiner le bon fonctionnement de notre économie. Donc je pense que là, il faut essayer de prendre toutes les précautions et de trouver ce qu'on appelle des réponses structurelles face à cela. Parce que nous savons que les conséquences qui pourront en découler de ce manque de billets-là, nous le savons tous. Et aujourd'hui, je pense qu'il est urgent que la BCRG puisse, à travers les banques primaires, puisque c'est de là qu'il s'agit de la confiance, c'est érodé depuis un bon bout de temps. Il faut essayer de restaurer cette confiance-là et de mettre tous les acteurs ensemble pour pouvoir justement progressivement retrouver la bonne marche monétaire de notre pays. C'est en cela que nous allons sortir définitivement dans cette situation. De cette crise. Merci pour toutes ces explications. Je vous l'annonçais tantôt, comme en France et aux États-Unis, le Conseil des ministres du 6 octobre 2022 a décidé de la création de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués à Grasse en Guinée. Celle-ci est placée sous la tutelle technique du garde des Sceaux, ministre de la Justice, et celle financière du ministère de l'Économie, des Finances. Il sera finalement créé le 23 août 2023 avec pour entre autres missions priver les délinquants financiers tout en garantissant une meilleure utilisation de ces ressources au bénéfice de l'État, voire de la société via des projets d'intérêt public. Près de 2 ans après sa création, elle organise le Forum des avoirs saisis et confisqués qui se tiendra du lundi 7 au 8 juin. J'y arrive en partenariat avec Agrasc France qu'on doit en tout cas aujourd'hui recevoir ici, et on reçoit même ici sur ce plateau monsieur Alpha-Seni Camara, directeur général de l'Agrasc. Bonjour monsieur Camara, merci d'intervenir chez nous ce matin. Bonjour, merci beaucoup, merci de me recevoir ce matin. Ça fait plaisir, hein? C'est la première fois que nous vous recevons sur ce plateau, mais dans cette émission, je pense que c'est la deuxième fois. Oui, je crois que c'est la deuxième fois. Je pars de cette assertion. Le bien de l'État ne peut être traité comme un patrimoine personnel. Cela est inacceptable. Cette déclaration est de vous, monsieur Alpha-Seni Camara. Aujourd'hui, comment, avec cet engagement, dites-nous comment se porte l'Agrasc aujourd'hui. Comment se porte l'Agrasc? Merci beaucoup. L'Agrasc se porte bien aujourd'hui. Du fait des résultats déjà obtenus et du fait des investissements, si je puis m'expliquer comme ça, de l'autorité de tutelle. Vous savez, vous l'avez rappelé, nous avons 2 tutelles. Tutelle technique et administrative et tutelle financière. Donc, du fait de ces 2 tutelles, plus l'engagement du personnel de l'Agrasc, je crois que tout va mieux aujourd'hui. Tout va mieux. Raison pour laquelle vous avez décidé quand même d'organiser un forum en République de Guinée en partenariat avec l'Agrasc France. L'Agrasc France, quand même, qui est plus vieille que l'Agrasc Guinée. Dites-nous les raisons qui ont motivé l'organisation de ce forum, surtout à Conakry. Oui, merci beaucoup. Vous savez, l'Agrasc, du point de vue des textes et, disons, de la loi, existe depuis 2016. Je ne peux pas dire à ce plateau quelles ont été les raisons qui ont fait que jusqu'à 2023, on n'a pas pu faire fonctionner l'agence. Ça, je ne peux pas le dire. Ce que je sais, c'est qu'il a fallu, en août 2023, que le président de la République prenne un décret par lequel il a nommé les dirigeants de l'agence. Et à partir de cette date, donc de l'installation officielle, c'était le 26 août 2023. Et depuis, donc bientôt 2 mois, nous aurons 2 ans. Et depuis, nous fonctionnons. Et le fonctionnement, c'est 2 aspects. Le fonctionnement
par des activités institutionnelles et aussi des activités physiques. Voilà les deux bords à partir desquels nous faisons fonctionner l'agence. Et avec la Grâce France, c'est nous qui avons sollicité pour voir qu'est-ce que c'est que dans le fond, dans la réalité, comment ça se passe en dehors de la Guinée. Cette agence qui porte, selon les pays, des acronymes différents. Ok. Et quel est le thème? Le thème de ce forum? Le thème du forum, c'est la problématique de la gestion des avoirs saisis et confisqués. Alors, pourquoi ce thème, la gestion, on reprend un peu in extenso, et le recouvrement des avoirs saisis et confisqués est-il devenu prioritaire aujourd'hui dans notre pays? C'est devenu une priorité parce que c'est une lutte que le pouvoir a engagée contre la délinquance économique et financière. Parce que si vous suivez très bien ce qui se passe dans ce domaine, toutes les décisions rendues par la juridiction par rapport à ces infractions telles que le blanchiment des capitaux, l'enrichissement illicite, la corruption, le détournement des deniers publics, toutes les décisions qui découlent de ces infractions à travers naturellement des personnes qui sont poursuivies sont déférées automatiquement à la grâce. La grâce, comme son nom l'indique, est chargée de la gestion, de recouvrement des avoirs qui découlent de ces décisions. C'est très très compliqué. Notre agence ne saisit pas, elle ne confisque pas, mais elle gère tout ce qui est saisi et confisqué. Très bien. La précision, elle est importante. Ouais. La grâce ne saisit pas, ne confisque pas, mais gère ce qui a été déjà saisi et confisqué. Et recouvre aussi des fonds, s'il y en a, qui sont dans le même cadre de saisie et de confiscation. Ça, c'est important. La précision, elle est d'importance. Elle est tellement importante que je voudrais un peu déroger à la règle pour de nous expliquer un peu le circuit, le schéma, avec toutes les implications, les acteurs impliqués, pour ainsi dire. Voilà, avant que je ne fasse cette démonstration, parce que c'en est une, c'est que la grâce est le dernier maillon de la chaîne pénale. Ça, c'est extrêmement important. Guinéenne. D'ailleurs, partout. Toute structure qui a comme mission définie par la loi de ce pays, comme c'est le cas en Guinée, toute structure comme celle-là est le dernier maillon de la chaîne pénale. Donc sur ce plan, il n'y a pas de différence entre Agras Guinée, Agras France, ONRAC au Sénégal, ainsi de suite, au Ghana, au Bénin. Qu'est-ce qui se passe? La chaîne pénale commence à l'interpellation d'un citoyen quelconque, par la police ou par la gendarmerie. Monsieur X est interpellé du fait de quelque chose. Un procès verbal est établi par l'officier de police judiciaire. Ce procès verbal est déféré devant le procureur de la République qui oriente ce dossier dans les conditions qu'il veut. Parce que je rappelle que le procureur de la République, il a 3 formes d'orientation d'un dossier. Quand le dossier vient, il a l'opportunité, lui, des poursuites, le procureur de la République. Il peut saisir un juge d'instruction par un document qu'on appelle réquisitoire introductif pour que ce juge d'instruction procède à l'information judiciaire. 1. Deuxième tour, c'est que le procureur de la République a pouvoir de classer sans suite un dossier. Troisième piste, le procureur peut envoyer en CD, citation directe, un dossier. Ça, c'est orienté directement en jugement. Bon, je rappelle ça, c'est juste pour vous dire que quand le dossier arrive donc au procureur, s'il opte pour l'information, c'est que le dossier ira chez le juge d'instruction. Là-bas, il peut avoir... Le dossier peut venir avec des biens. Suite à un vol, suite à un détournement, suite à... Donc, ce bien-là déjà, la loi dit, tout bien en lien avec une procédure pénale déférée en justice, sa gestion relève de la grâce. C'est clair, non? C'est très simple. Vous rentrez à la faculté de droit à 8 heures, on vous dit que c'est comme ça la grâce, mais est-ce qu'il y a des complications? Si vous en sortez à 11 heures, simplement, vous savez que vous ne devez plus souffrir. Si vous voulez respecter la loi, je répète, tout bien qui vient en justice en lien avec une procédure pénale, ce bien-là est sous automatiquement la gestion de la grâce.
Automatiquement. Mais maintenant, vous parlez tantôt de ce forum, vous parlez des implications aujourd'hui, des défis, surtout cette priorité, la gestion de ces avoirs saisis et confisqués. Mais parlons spécifiquement de cet événement. En quoi cet événement marque-t-il une étape importante pour la lutte notamment contre la délinquance financière en République de Guinée, puisque c'est de votre ressort? Oui, alors la Grâce France vient ici. Nous avons été les premiers à aller à Paris. Vous savez, quand tu veux faire du bien dans ton pays, et on te confie une certaine charge, tu as besoin de voir est-ce qu'il y en a à côté. Puisque toi, tu es tout nouveau. Je rappelle que la Grâce Guinée, c'est un des EPA, le dernier à être créé. Ça veut dire que nous regardons à côté de nous, où est-ce qu'on peut tirer quelques enseignements en attendant de voir plus ceux que nous connaissons, qu'est-ce qu'il faut en rajouter. C'est comme ça que nous avons été en France par 2 fois pour parler avec Agras France et au cours des échanges, et on est convenu qu'il fallait que Agras France fasse un déplacement ici pour que nous puissions réunir autour de nous tous les acteurs qui rentrent dans cette affaire de saisie et de confiscation. Prioritairement les juridictions guinéennes, justice de paix, tribunaux de première instance, etc. Et deuxième chose, les douanes, la police, la gendarmerie, la préfecture maritime, le commerce, l'environnement. Toutes ces structures rentrent dans le cadre des saisies. Mais chacun fait à sa façon, puisque chacun a des textes par rapport à ça. Et in fine, il faut que tout le monde sache que ça doit passer par le tribunal ou la juridiction où on procède légalement à la saisie et à la confiscation. Alors, vous avez rappelé que la Grâce est opérationnelle depuis près de 2 ans, il faut le rappeler. Dans 2 mois. Dans 2 mois nous séparent de ce délai-là. Alors, dites-nous, dans l'ensemble, quel est exactement votre mandat? Est-ce qu'il est limité ou illimité? Non, le mandat n'est pas limité. Quand tu es nommé là, un jour, celui qui t'a mis là, il a le droit de faire autre chose. Parce que le président de la République, c'est lui qui nomme aux emplois civils et militaires. Donc le président de la République te met là, aujourd'hui. S'il pense que ça marche bien, il peut te garder autant qu'il veut. Il n'y a pas, en Guinée pour le moment, il n'y a pas de mandat pour dire que dans 3 ans, dans 2 ans, il faut qu'on change. Non. Par contre, ailleurs, on dit dans le décret même, monsieur tel est nommé directeur général de ONRAC ou de France, Grâce France ou autre chose au Bénin pendant une période de temps renouvelable 1 fois, 2 fois. Ça dépend des objectifs assignés. Voilà. Mais puisqu'on parle de maintien, de mandat, tout cela dépend aussi du résultat. Aujourd'hui, est-ce que vous avez des acquis? Est-ce que la Grâce a des acquis côté résultat? Qu'est-ce que vous aviez pu faire depuis votre nomination? Voilà, cette question. Vous et votre équipe. Oui, merci beaucoup. Bien. On ne travaille pas seul dans une maison comme celle-là. Donc, nous avons des résultats et nous sommes satisfaits de ces résultats, malgré qu'ils ne sont pas de ce que nous voulons. 2 ans pas presque. La panacée. C'est-à-dire, on n'a pas encore. Si dans le pourcentage, nous sommes à 70%, 80% de satisfaction, nous-mêmes. Vous, à l'interne? Oui, à l'interne, 70-80%, compte tenu du fait qu'il y a certaines difficultés que nous rencontrons. Pas avec l'autorité, il faut préciser, mais avec les collaborateurs, tout le problème est là. Alors c'est pour cela qu'avec la Grâce France, on va échanger avec tous ces acteurs que je viens de citer. Chacun dit ce qu'il comprend de la façon dont la coopération doit être faite, ou de la façon dont la collaboration entre la juridiction et la Grâce doit se faire. Pourquoi? Je vous ai donné la définition tout à l'heure de comment, de façon élémentaire, on parle d'un bien. À supposer que ce téléphone vienne avec une procédure pénale pour abus de confiance, vol, autre chose. Ce bien, devant le juge d'instruction, il est automatiquement mis sous scellé. Sous scellé. Ça, c'est un autre bien qui est placé dans les conditions de la gestion du tribunal.
La difficulté, c'est que, est-ce que ce scellé doit faire partie des biens à déférer ou à rapatrier sous la coupe de la grâce? Mais ce qui est important, c'est qu'il faut que le magistrat mette en tête qu'on a dit que tout bien en lien avec telle procédure tombe sous la gestion de tel. De la grâce. C'est ce qui est important. Le gel des fonds, la saisie et la confiscation des fonds, la saisie et la confiscation des immeubles, la saisie et la confiscation des plantations, de autres choses. En tout cas, tout bien en lien avec des procédures pénales telles que nous les avons maintenant. Alors, c'est par rapport à ça, nous évaluons les résultats. Par exemple, s'il y a 10 immeubles confisqués, quand on confisque, le juge dira toujours au profit de l'État guinéen. Il y en a qui disent automatiquement renvoie les biens confisqués dans notre juridiction directement à la grâce. Il y en a qui disent comme ça. L'un dans l'autre, c'est que une fois que ces biens sont confisqués, ça vient dans l'escarcelle de l'État guinéen. L'État guinéen, par ce que je viens de dire, a créé une structure qui est celle que je dirige pour recevoir justement ces biens. La gestion consiste à voir qu'est-ce qu'il faut en faire. Oui. C'est ça la gestion. Alors, par moment, il se pourrait que l'État ait besoin des immeubles, s'il y en a, de confisquer. Alors, ces immeubles confisqués, on va scruter dans le pays, est-ce que le ministère de tel, est-ce que tel service est en déficit par rapport au bureau, tout et tout. Ça ne coûte rien à l'État de prendre cet immeuble-là, désormais propriété de l'État, d'offrir à un département. Vous l'avez fait récemment, avec le tribunal des enfants. Si exact. Ouais. Bon, c'est un processus comme ça. Mais à la fin, tous ces biens rentrent dans le patrimoine de l'État. Ça peut donc retourner au niveau du patrimoine bâti public pour que la gestion avec l'État continue là. Dès lors que vous attribuez ça à ce bâtiment ou ces avoirs à une entité, ces avoirs quittent votre gestion automatiquement. Ça devient une propriété de l'État à travers ce service public. Bien, donc le patrimoine bâti public. Exact. Très exactement. Mais là, aujourd'hui... En plus, je vais rappeler que si un des immeubles est saisi, mais qui avait vocation de location, par exemple, le propriétaire du bâtiment avait mis ce bâtiment en location. Donc, il y a des Guinéens qui habitent là, ou d'autres personnes. Dans la gestion que nous faisons, dès lors que cet immeuble est déjà confisqué pour l'État, nous ne sortons pas les locataires. Ces locataires, ceux qui veulent, restent. Ceux qui veulent. Restent et payent désormais à l'État la location. L'argent là-bas où dans les caisses de l'État. Au trésor public. Ouais. Pas à la grâce. Non. Tout passe par la grâce. Attention, monsieur le directeur, on va bien comprendre cette partie. Ok. Vous saisissez un bâtiment. Je ne saisis pas. Non, je parle de la grâce. La grâce. La justice saisit, la grâce gère. Voilà, gérer ce bâtiment. Dans la gestion, vous vous rendez compte qu'il y a des locataires. Oui. Ces locataires, supposons qui sont au nombre de 100, ou 10, pardon. 10 dans un immeuble. Les locataires là doivent payer désormais à l'État. Maintenant, quel est le processus? Le processus, c'est qu'il y a un compte de la grâce dans tous les pays où il y a gestion comme celle que nous avons. Compte de dépôt et de consignation. C'est un compte fermé. L'argent tombe là. Il n'y a aucun texte réglementaire qui amène la grâce à prendre 1 franc dans ce compte. C'est pour l'État. Un compte fermé. Quand je dis fermé, c'est que la grâce qui met l'argent là n'a pas... Vous n'avez pas possibilité de retrait. De retrait. Bien, sur le compte. Sauf que nous avons, en commun avec l'État, la possibilité de restituer une partie des fonds. Vous voyez, il y a la grâce, on dit gérer, mieux recouvrer et restituer. De restituer également. Restituer parce qu'il y a des fonds, où il y a des infrastructures, où il y a des biens que la grâce peut restituer. Ça dépend des conditions dans lesquelles ça peut arriver. Quelqu'un peut
obtenir une espèce de désistement dans la procédure. Pendant que déjà, il y a 1 mois, 2, 3, 4, des biens ont été déférés ou rapatriés au niveau de la grâce. Et que, par conséquent, le juge ordonne la restitution. Parce que quand les biens sont saisis, la gestion temporaire ou procédurale, le juge peut dire que tel montant qui avait été confisqué ou saisi, pour telle et telle raison de droit, on ordonne la restitution de ce montant. Donc c'est pourquoi on parle de restitution au niveau aussi de la grâce. Et de la gestion, gérer pour mieux recouvrer et restituer. Et restituer, voilà. Donc c'est ça votre rôle. Mais là, on parle de résultats. Vous n'avez pas donné de chiffres aujourd'hui. Oui, alors, j'ai dû oublier ça. Vous savez, vous êtes tellement pertinent qu'il faut des fois... Bon, alors nous avons estimé tous les avoirs qui nous ont été déférés. Parce que confisqués par les juridictions, la valeur, ce n'est pas les fonds propres que nous voyons. Nous estimons 10 bâtiments, nous estimons 5 plantations, nous estimons 20 millions, nous estimons... Tout ça, c'est déjà confisqué. C'est la valeur expertisée de tous ces biens que nous annonçons. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si. Ça fait qu'à date, nous avons 300 milliards par rapport à ce que je viens d'expliquer. Mais il n'y a pas quelque part à la grâce où on peut trouver 300 milliards physiques. Vous avez compris? Les avoirs évalués à 300 milliards de francs guinéens. Précision importante sur 2 ans. Sur environ 2 ans. Environ 2 ans. Sur environ 2 ans, oui. Tout bien confondu. Par exemple, s'il y a confiscation de 20 bâtiments, plus 10 plantations, plus 20 milliards quelque part, plus autre chose quelque part, nous prenons un bâtiment par voie d'expert. Ce bâtiment-là, il vaut combien? Vous savez comment on va connaître le prix. On évalue. Voilà, il va dire 30 milliards, il va dire 10 milliards. Donc c'est ce que nous capitalisons pour annoncer à vous et à l'autorité que, à date, Agras a pu obtenir des juridictions la valeur expertisée de temps. Ce qui fait que nous annonçons 300 milliards. Bien, avant d'aller avec votre question également, on va marquer une petite pause, le temps pour nous d'aller avec nos obligations commerciales. Derrière, on se retrouve pour ce débat. Nous sommes avec le directeur le directeur général de l'Agras Guinée, M. Alpha Séni Camara, qui est notre invité de parcours pour ce vendredi. Vous l'avez déjà écouté, nous allons poursuivre le débat. Ne zappez surtout pas. Offrez à vos enfants de 13 à 17 ans l'opportunité de vivre des vacances mémorables avec nos colonies de vacances en Côte d'Ivoire et au Ghana, prévues du 14 juillet au 19 août 2025. Ils découvriront des cultures fascinantes, participeront à des activités enrichissantes telles que le sport, l'art et des excursions captivantes, tout en profitant d'une expérience exceptionnelle de cours d'anglais pendant leur séjour au Ghana. Avec un encadrement de qualité qui garantit leur sécurité et leur épanouissement, cette aventure unique est un tremplin vers leur développement personnel. Contactez-nous dès aujourd'hui au plus 224 613 00 39 69 ou au plus 224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Mankpa, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. Chez Mondial Express, nous transformons vos voyages en une expérience inoubliable. Faites confiance à notre expertise pour des services de qualité supérieure. Grâce à notre service d'assistance visa, simplifiez toutes vos démarches administratives à travers nos experts. Avec notre service billetterie, réservez vos billets pour toutes les destinations du monde avec facilité. Profitez de notre flotte de véhicules modernes et fiables pour tous vos déplacements à travers notre service de location de véhicules. Grâce à notre service d'évacuation sanitaire, comptez sur notre service réactif et professionnel pour vos besoins médicaux à l'international. Assurez-vous d'un environnement impeccable avec nos services de nettoyage de qualité. Transportez vos marchandises en toute sérénité grâce à l'expertise de notre service de transit. Développez vos compétences d'agent de voyage avec nos formations spécialisées suivies de stages pratiques au sein de nos équipes. Contactez-nous dès aujourd'hui au plus 224 613 00 39 69 ou au plus 224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Mankpa, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. Mondial Express,
chaque voyage est une histoire. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Et bonsoir, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous hebdomadaire de Tour d'Europe. Une qualification pour la Coupe du Monde en 2026 vient rapidement au mois de mars. Ça va nous permettre, si ils arrivent à achever le stade du 28 septembre. Mais ça lui permettrait de se frotter à des très grands joueurs, l'un des meilleurs au monde. Ravi de vous retrouver dans cette édition d'information. Pour commencer, en Guinée, près de 1000 personnes se donnent la mort par an liées à la santé mentale. Les causes de cette maladie sont liées à beaucoup de facteurs dans la vie de l'homme et peuvent avoir des conséquences fâcheuses pour ceux qui en souffrent. Chers téléspectateurs, bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission. Monsieur Bangora, bonsoir. Monsieur Tono, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Sur le plan national comme sur le plan international, quel sentiment t'anime? Tu ne m'as même pas laissé essayer une fois au moins. Tu t'appelles sur la carte d'identité nationale Marie-Louise Ouamounou. Oui. Ton nom d'artiste aussi, c'est Marie-Louise. C'est Marie-Louise Ouamounou. Pourquoi tu n'as pas changé? C'est ce nom que mon papa m'a donné, donc je n'ai pas voulu changer. Et donc tu ne partages pas l'idée avec les artistes qui changent Non, chacun a son but. Merci de nous retrouver 600 maintenant, vous le faites, vous êtes sur Kavi Média, le seul et unique média de développement en République de Guinée, vous nous écoutez sur la 89.5. Merci de votre fidélité à la télé, vous nous suivez via les différents bouquets Canal Plus et Star Times, merci d'être des nôtres. Vous êtes dans votre émission Le Scanner et nous avons comme invité monsieur Alpha Séni Camara avec lui. Nous parlons de ce forum qui se tiendra du lundi 7 juillet au 8 juillet 2025 ici même à Conakry en partenariat, j'y arrive avec Agrasc France, monsieur Alpha Séni Camara, directeur général de l'Agrasc. Avec lui, nous allons poursuivre cette belle interview, je me permets de le dire, Yaya Diallo. Absolument. J'attaque directement cette question, celle qui consiste à dire quelle est la nature de votre coopération avec l'Agrasc France. Je vais parler de l'Agrasc Guinée, c'est France. Et plus loin, qu'est-ce que vous en tirez en termes d'outils, mais aussi de transfert de compétences? Voilà. Ce que ça va nous apporter, c'est une expérience que nous n'avons pas dans le cadre des méandres qu'il y a dans la gestion des avoirs saisis et confisqués. Agrasc France fait 10 ans d'activité. 10 ans. Et la directrice générale d'Agrasc France qui doit arriver est magistrat. Et elle a dirigé le pôle juridique de la première ministre Elisabeth Borne. Elle est restée dans le couloir de ce pôle juridique avec 4 premiers ministres français. Donc c'est une dame aussi qui a l'expérience en termes de magistrature, donc de droit. Alors que ce soit son équipe à elle qui accepte de parler avec l'Agrasc Guinée, d'apporter donc une certaine expérience, même si sur le plan académique,
Il n'y a pas trop de différence entre ceux que nous connaissons en droit et ceux qu'eux, ils connaissent en droit. Mais dans la pratique et dans l'exercice quotidien des missions qui sont les nôtres, nous pensons que nous avons besoin de quelque chose avec eux. Donc cet échange entre les acteurs ici en Guinée qui opèrent saisie et confiscation, cet échange de quelques heures permettra à nous, Guinéens, qui sommes tout nouveaux dans ce cadre de structure, de percevoir un peu le sens, vous comprenez, de la conduite des biens ou des immeubles un jour confisqués. Parce qu'eux, ils en ont déjà l'expérience depuis 10 ans. Oui. Donc ça permettra à tout procureur guinéen, à tout président du tribunal guinéen, à tout douanier, à tout policier, à tout gendarme, à tout directeur de l'environnement ou du commerce, de savoir que on ne joue pas avec les biens, n'importe comment. Et qu'on indique à toutes ces structures le chemin qu'il faut pour que les saisies et les confiscations soient régulières. Parce que le problème, c'est ça. Ce n'est pas le fait que vous êtes à ce poste-là ou à tel poste que vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Le directeur général de la grâce que je suis, magistrat de formation, c'est vrai, mais ma qualité aujourd'hui ne me permet pas d'engager des poursuites comme le ferait un procureur de la République. Quoi qu'il ait été procureur de la République. Ça veut dire qu'il faut qu'on comprenne en Guinée que ce n'est pas parce que tu es à ce poste-là que tu dois faire du n'importe quoi. Parce que je suis directeur général de la grâce aujourd'hui. Si je pose un acte, quoique normal, mais je n'ai pas qualité de poser l'acte en ce moment-là, c'est du faux. Ça ne marchera pas. Il faut dénoncer un comportement comme ça. Donc, oui, allez-y. Donc, les douaniers, ils opèrent saisie, le commerce saisie, les impôts, ils font saisie, l'environnement, c'est vrai. Et quand vous allez à l'intérieur de ces structures, vous voyez des textes qui parlent et qui expliquent comment la saisie doit être opérée là. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que ces biens-là, ils vont où? S'ils s'arrêtent là. S'ils s'arrêtent là, ils vont où? Ça va être un peu obscur. C'est pour cela que la grâce, les missions de la grâce finissent par tout ce que tous ces corps-là font. Il faut que ce soit régulier. Ça ne peut être régulier que par la justice. On va m'opposer le fait que l'environnement a des textes qui disent que. Les douanes ont les textes qui disent que. Tout ça, c'est d'accord. Mais, in fine, la grâce étant le dernier maillon de la chaîne pénale. Parce que tout ça, partout en saisie, c'est pénal. Partout en confisque, c'est pénal. C'est extrêmement important. Tu ne peux pas donc saisir quelque part isolément sans que ça ne soit régularisé par la justice. Voilà ce qui est un peu compliqué. Puisque vous parlez chaque fois de la grâce qu'en France, est-ce qu'il y a d'autres pays invités, d'autres institutions? Non, c'est la France qui est pressée, si je peux dire comme ça, de comprendre le sens de notre volonté. C'est encore nous avons parlé avec le Sénégal, nous avons été là. Et je vais annoncer une nouvelle, c'est que le 7 et le 8, c'est à Conakry. Dans le même cadre, Sénégal reçoit Agrasce France, le 9, 10 et 11. Et votre agence est invitée là. Ça veut dire qu'il y a un intérêt à ce que nous soyons là. Si on n'avait pas fait des pas, si on n'avait pas évolué dans le sens des objectifs assignés à la grâce, si on n'avait pas fait ces contacts-là, est-ce qu'une structure comme Agrasce France, ONRAC du Sénégal, c'est ça, Agrasce au Sénégal, tout ça géré par Expertise France, vous savez qu'on aurait permis à la grâce guinéenne de faire partie de ça? Non. Donc on est déjà au niveau qu'il faut. Ouais. Bon, alors en Afrique, je sais une chose, c'est que le Ghana a été le premier pays à avoir une agence comme ça. J'ai oublié un peu son nom. Après la Côte d'Ivoire, après le Sénégal, ça s'appelle ONRAC. Après c'est nous, après c'est le Bénin. Ça, je connais ça. Maintenant, dans les autres pays, il y a toujours ça, mais selon les structures
et les limites des prérogatives qui sont assignées à ces missions ou à ces structures. Alors, donc nous tirerons profit, c'est ce qui est important, nous tirerons profit du mécanisme. Parce que ça, il y aura le Sénégal aussi qui sera présent en tant que pays. Non, c'est nous qui sommes invités. Non, je parle du 7 et du 8, des 7 et 8 ici à Conakry. Oui, mais compte tenu du fait qu'ils sont en train de préparer le truc à partir du 9, je suis... Bon, dans tous les cas, peut-être qu'un viendra, mais ils sont aussi dans les préparatifs comme nous le faisons maintenant. Bien, oui. Alors, dites-nous, quelle perspective de coopération régionale envisagez-vous au-delà du Sénégal, puisque vous venez de citer... Voilà, je suis sûr que le pouvoir que nous avons aujourd'hui, je parle du pouvoir politique et républicain, permet, par sa volonté politique, que nous partions partout. Donc nous irons au Bénin, nous irons au Ghana, pour parler avec eux, voir comment eux aussi, leur affaire marche. Vous savez qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons tout ça pour éviter de l'abus. Parce que ce que les Guinéens ou certains Guinéens ne connaissent pas, cette coopération permet, lorsque M. X est condamné ici par les juridictions régulières guinéennes, confiscation des biens de celui-ci, la coopération telle que nous la décrivons maintenant nous permet de mettre la main sur les biens de ce M. X guinéen qui sont à Dakar, en France, en Côte d'Ivoire, au Bénin, etc. Je ne sais pas si c'est compris ça. Donc cette coopération elle est importante. Donc on ne peut plus cacher le produit de la délinquance financière. Et c'est devenu une arme fatale. Nous empêchons, par ce que nous faisons, que le produit de ces infractions graves profite à ton épouse, à tes enfants, à tes amis. Parce que ça sort des infractions gravissimes. C'est ça aussi, que vous ne vous contentez pas de purger une peine, quelle que soit sa durée, mais que vous disiez, oui, je vais sortir, mais j'ai mon argent, j'ai mes immeubles, Non, c'est ça. C'est pour cela, la grâce est une arme fatale. Il faut ramener tout ça à l'État. Des milliards, des immeubles, tout et tout et tout. Donc on empêche le délinquant, on empêche ses parents de profiter du fruit de la délinquance. C'est ça. Et le dissuader. Hein. Et le dissuader, oui. Forcément. Même la prophétie n'a quand même pas échappé aux difficultés. Est-ce qu'aujourd'hui, vous rencontrez des difficultés dans l'exercice de votre fonction, même dans le fonctionnement, en gros ou en général, de la grâce? Est-ce que vous pensez qu'il y a quelqu'un qui ne souffre pas lorsqu'il gère une structure comme celle-là? Je l'ai dit tantôt, même la prophétie. Voilà. Moralement, c'est dur. Oui. Moralement, c'est dur. Mais quand on est un commis de l'État, comme c'est mon cas, il faut aller dans le strict du mécanisme de gestion de l'État. Quand tu ne connais pas comment fonctionne un État, tu vas passer à beaucoup de choses, mais à tort. C'est très très important. Il y a la différence, selon que tu es magistrat, policier, gendarme, il y a une espèce de différence de gestion lorsque ces corps-là sont en difficulté avec la loi. Par exemple, magistrat de mon État, je ne suis pas poursuivi comme on poursuivrait un autre. Tout ça, c'est la loi qui fait la différence. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut la partager autour de tout le monde. Il faut verticalement appliquer la loi et faire attention quand il s'agit de l'appliquer de façon horizontale. C'est différent. Donc, la maîtrise, la connaissance de l'environnement dans lequel un magistrat évolue, c'est important. Nous, en tant qu'Agras, nous tenons compte des conditions dans lesquelles les immeubles sont saisis et sur qui c'est saisi. Ça ne veut pas dire qu'un homme dépasse un autre lorsque tu es devant la loi. Il n'y a que le juge qui peut faire cette différence. En plus, nous ne disons pas que cette loi qui nous a déféré tant d'immeubles n'est pas bien. La loi nous interdit de dire que telle loi n'est pas bien, c'est faux. Tout comme il est interdit à un juge, à un magistrat, de recevoir, de juger en disant « Ah non, vraiment, on a fait ça, mais la loi n'est pas bien. » Non, c'est faux. Ça, la loi, elle est ce qu'elle est. Et quand elle est votée, promulguée, c'est fini. Nul n'est censé ignorer la loi. Très bien.
Alors, la corruption, l'ingérence, le trafic d'influence, quelquefois les menaces sont souvent citées dans ce processus-là. Dites-nous comment vous garantissez, ou tout au plus, vous résistez face à tout cela et éventuellement garantir la transparence, mais aussi l'indépendance de la grâce. Il faut être humble dans la vie. Quelle que soit la position qu'un commis de l'État occupe, il faut être humble. Okay. Parce que vous avez des gens qui vous surveillent. Pas dans le sens de vous nuire, mais dans le sens de savoir qu'est-ce que vous faites par rapport à votre statut. C'est extrêmement important. Un magistrat ne doit pas être partout. Et même s'il doit être partout, il doit présenter l'humilité. C'est extrêmement important. Et c'est ce que je vais donner comme conseil à tous ceux qui exercent une parcelle de fonction au niveau de l'État. Ce que vous faites, c'est pour le pays que vous faites. Vous ne le faites pas pour un individu. Vous engagez moralement, même votre famille, si vous êtes sérieux dans ce que vous avez comme activité, pour l'État guinéen. C'est ça qui est important. Donc, moi, ma position de directeur général de la grâce, avec tout ce que vous apprenez, je vais où je veux et j'y vais tranquille. Parce que je n'ai pas la volonté de nuire intuité personne. Mais je suis en train d'appliquer la loi et de faire connaître aux autres ce que c'est la grâce. Si vous voulez, je vends l'image de la grâce. Depuis 19 mois, je suis partout en Guinée. J'étais partout. Des fois avec les médias, des fois sans médias, pour que les gens comprennent que le chef de l'État qui a pris ce décret ne s'est pas trompé. En ce qui concerne cet outil, la mise en œuvre de cet outil, c'est un outil qui aide l'État à fonctionner et à traquer, à partir des décisions de justice, les délinquants financiers. Pour être pleinement actif en tant que, ou pleinement efficace, j'y arrive. Yeah. Aujourd'hui, est-ce que vous avez besoin des outils juridictionnels ou techniques? Si oui, quels sont ces outils? Non, vous savez, la loi a tout dit. Quand vous avez, je vais essayer de vous offrir, pas aujourd'hui, le code de procédure pénale. Si vous l'avez, vous n'avez pas beaucoup de questions désormais à poser en ce qui concerne les activités et les missions de la grâce. Ça, c'est important. Parce que tout ce que je dis, ou que j'essaie de faire connaître, n'est pas de moi. Parce qu'en droit, tout ce qui n'est pas écrit n'existe pas. Donc tout ce que je dis là, ce n'est pas que je sois en train de forcer à dire quelque chose. Je suis en train juste de ramener à mon niveau et à l'envoyer vers vous ce que la loi a déjà prévu. C'est les outils juridiques, les outils techniques. Exact. Ça, c'est les instruments de droit avec lesquels les magistrats travaillent. Yeah. Le code pénal, le code pénal, le code de procédure pénale, le code civil, le code de procédure civile et d'autres lois accessoires qui permettent aux juges de maîtriser sous les juges. Parce que le juge peut être dans une zone où c'est un service comme l'environnement qui porte l'affaire à la justice. Il faut que le juge maîtrise les textes par lesquels fonctionne l'environnement. Donc ça permet au juge qui a tous ces instruments de prendre des décisions qu'il faut, conformément à la loi, malgré qu'il y a une disparité de textes selon qu'on est en magistrature, selon qu'on est à l'environnement, aux impôts, etc., etc. Donc les instruments, nous les avons, ou les juges les ont. Ce qui fait que rien ne se fait en dehors des textes de loi et des instruments de droit. Alors, mais il y a aussi dans le parcours des procédures, avant d'en arriver aux condamnations, confiscations ou autres, il y a ce qu'on appelle les obstacles institutionnels. Par exemple, l'appel. Quand le juge dit que cette bouteille-là est confisquée, mais le propriétaire de la bouteille interjette appel. C'est un obstacle. Mais c'est de droit, cet obstacle-là, il faut l'accepter. Ça permet au juge de surseoir à l'exécution de la décision concernant la bouteille. Sauf que, des fois, le juge dit, il faut, même s'il y a appel, il faut que l'on fasse comme ça. C'est le cas, parce que vous allez venir à ça, c'est le cas de la décision qui concerne Dr Diané.
Le juge a dit, il est condamné à tant de milliards à payer à l'État guinéen. Mais le juge a dit aussi, quels que soient les obstacles institutionnels, c'est-à-dire appel, pourvoi et autres, c'est de droit aussi. Quel que soit ceci, le juge a dit recouvrer le quart du montant auquel il est condamné au profit de l'État. C'est cet exercice que nous avons annoncé il y a 2 semaines, ce qui a fait le tollé. Nous, c'est l'esprit du juge que nous respectons. Voilà. C'est-à-dire, s'il est condamné à payer 200 millions. Et on ordonne l'exécution au quart de des 200 millions, c'est que nonobstant tout recours, c'est important en droit, nonobstant tout recours. C'est-à-dire, malgré... Quel que soit le recours. Malgré ce qu'il peut exercer comme recours, ce qui est du droit aussi, mais le juge dit qu'il faut prendre... Un quart. Un quart. C'est du droit aussi. C'est du droit aussi. Oui. Donc, il ne faut pas que les gens disent que non, pourtant il a fait appel. Non, ok, c'est normal. Mais le juge a dit, malgré cet appel, il faut faire ça. C'est ça qui nous a permis d'annoncer l'avis de vente aux enchères pour rechercher, au bénéfice de l'État, pour rechercher 125 milliards. Il faut respecter le juge. Alors dans ça, si dans les comptes, dans les banques où seraient domiciliés les fonds qui appartiendraient à Dr Diané, c'est là-bas on prend, tout de suite. Et on aura obéi, on a respecté la loi. Mais s'il n'y en a pas partout, qu'est-ce qu'on fait? Nous sommes chauffés par l'exécution provisoire. Nous cherchons le bâtiment qui coûterait ce montant. Si c'est 1, 2, 3, 4, 5, si c'est tous les bâtiments qui vont nous donner 125 milliards, il faut être dans l'esprit du juge. C'est ça. Bien. La loi est dure, mais c'est la loi. C'est de l'ex, dur à l'ex. Exact. Bien, c'est From Oralier, le 7 et le 8 juillet. 7-8 prochain, donc presque dans quelques jours. Oui. Il faut le dire. Dites-nous, qu'est-ce que vous attendez de ce forum en termes de recommandations, surtout? Ce que nous attendons, c'est que les magistrats, qui sont les pourvoyeurs, pour dire comme ça, de la grâce, c'est du fait de la loi. Avec eux, il faut que nous comprenions que nous créons les conditions de transfert des biens saisis et ou confisqués. Donc nous créerons à l'occasion de ce forum une espèce de dialogue qui permet aux magistrats qui saisissent, qui confisquent, qui condamnent, avec nous de savoir qu'est-ce qu'il faut utiliser pour que chacun comprenne que ce n'est pas pour Paul que tu travailles pour l'intérêt de l'État. Ce n'est pas une question d'ego, ce n'est pas une question de personne. Chacun doit se soumettre au processus que la loi crée dans le cadre de la gestion de tout ça là. Voilà. Donc ça, ce sont des recommandations. Peut-être qu'il y aura, vous vous attendez à cela, des recommandations telles que. Voilà. Mais comment comptez-vous quand même faire participer tout le monde? Quand je parle de participation, c'est d'impliquer la société civile et nous-mêmes, les médias. Oui, vous savez, le forum il est ouvert prioritairement aux magistrats. Les procureurs généraux, il y en a 2 en Guinée. Les procureurs de la République, il y en a beaucoup parce que nous avons 33 juridictions. Il n'y a pas beaucoup de justice de paix maintenant. Donc tous ces corps, les présidents des tribunaux, les procureurs de la République, les procureurs généraux, les premiers présidents des 2 cours, ça ce sont les acteurs qui tous les jours se battent avec la grâce. Il faut forcément avec Guillemets, qu'ils viennent. Et c'est à notre charge. Parce que prendre le procureur de Zérékoré en ce moment-là, ou le procureur de l'Abbé, ou celui de Koundara pour Conakry maintenant là. Vous payez les frais. Hein? Oui, nous sommes dans l'obligation. Il y a le carburant, il y a la restauration, il y a tout le logement. Voilà, tout ça, c'est des problèmes. Tout ça, nous assumons pour l'intérêt du pays. Ça, c'est impliquer les acteurs, peut-être les acteurs de la société civile, les médias, mais dans le suivi plutôt. Oui. Comment vous comptez-vous impliquer tout c'est que si dans le suivi des recommandations issues de... Non, si tout le monde comprend le sens de la communication, le sens des rapports justice à grâce, puisque nous sommes tous allés à l'école du droit, le vol se définit de la même manière, comprenez?
personne ne doit changer la définition que la loi a donnée au vol. Soustraction frauduleuse d'objets d'autrui. Et un autre qui se lève pour dire non, vous savez, soustraction, c'est pas ça. Non, c'est faux. Là, tu veux créer la confusion. Mais vous, les médias, peut-être c'est à votre plateau que je peux le dire. Vous n'avez pas besoin d'invitation particulière. Vous êtes tout le temps avec nous. Parce qu'il faut que vous nous aidiez à ce que les gens comprennent ce que nous faisons. Que vous soyez donc officiellement invité ou pas. Partout il y a un événement de ce niveau. C'est dans le cadre informationnel. Maintenant, l'implication, ce qu'Abdallah veut dire. C'est l'implication dans le suivi des recommandations qui seront issues de ce forum. Vous allez faire des recommandations en Guinée, on voit assez de forums avec des recommandations qui après traînent dans les tiroirs. Nous savons tous. C'est juste, nous allons fouetter l'esprit de chacun, fouetter entre guillemets, et nous allons toucher à l'honneur de chacun pour qu'on se soumette à la loi. Parce que tout est une question de respect de la loi. Alors, les recommandations, si nous les prenons le 8, vous savez, quand on a participé à un forum de ce niveau, chaque acteur était là, qui était concerné à l'exercice du forum. Et il y aura une équipe de 7 jusqu'au 8 à midi qui sera en train de recenser toutes les implications qu'il y a eu à l'occasion des échanges. Donc, cette petite commission fera les recommandations qui vont être soumises à l'Assemblée à l'occasion de la clôture et ça va être corrigé comme on pourra. Et après, ça devient une espèce de bréviaire pour tout le monde. Nous retournons dans nos coins et chacun tient ça comme un bréviaire pour dire désormais c'est ce qu'il faut que je fasse par rapport à telle personne, par rapport à telle structure. C'est un peu ça. Oui, il y a la dernière question, parce que là, je crois qu'on est presque pris par le temps. Absolument. Alors, la dernière question, comme l'a dit, même si on en a d'autres, dites-nous quel est votre regard personnel sur l'évolution de la lutte contre les biens mal acquis en Afrique de l'Ouest de manière générale. Ma lecture est que il faut que tout le monde comprenne que le blanchiment des capitaux, l'enrichissement illicite, le détournement de deniers publics, la corruption d'agents publics et ou privés sont des infractions graves. Elles sont partout. Mais le fait que certains pays, y compris la Guinée, aient décidé de doter ces structures d'une volonté pour un peu commencer avec les autres structures à lutter farouchement contre ces infractions, c'est déjà un grand pas. C'est pour cela, qu'on le veuille ou pas, en tant que commis de l'État et en tant que directeur d'une telle agence, il faut remercier le président de la République. Parce qu'il a fallu lui pour que cette structure en Guinée soit née, soit mise en place. Et la volonté politique qui a aidé à la construction de cette agence permet à chacun de se soumettre par la loi à l'exercice des missions qui sont assignées à cette agence. Monsieur Alpha Seni Camara, directeur général de la Grâce Agence de gestion de recouvrement et des avoirs saisis et ou confisqués. C'est ça. Je reviens sur le et le ou, parce que là je viens de l'entendre. Et ou confisqués. Merci. Merci en tout cas de répondre à toutes ces questions. Merci de nous avoir éclairé sur certains points très importants. Sauf que j'ai la chance de vous dire que ce prénom que je porte, il est très rare en Guinée. On est d'accord? Alpha Seni? Oui. Alpha et Seni à la fois. Les deux à la fois, c'est rare. Ça veut dire que c'est une espèce de notoriété morale. Ça se comprend. Surtout, voilà. Merci, monsieur Camara. Merci beaucoup. Merci. Merci. Mais, alors, aidez-nous. Venez. Vous êtes invité par le DG de la Grâce. Vous êtes invité. Nous irons. Parce que je suis très heureux de savoir que ça se passe comme ça chez vous. Merci. C'est un média de développement et vous le découvrez maintenant à l'instant. Merci à Diallo. Merci à tous. Merci aux équipes techniques, à Mamadou Diallo, à Salimatou Sissé, à Sanso. Ils sont nombreux de ce côté. À Michel Ouamounou, notre grand réalisateur. À toute la team déjà, aux équipes techniques et à la réalisation. Nous vous disons merci. Merci pour vos efforts. On se reprend la semaine prochaine. Même heure, même fréquence, avec la même énergie pour d'autres sujets d'actualité, évidemment, avec d'autres acteurs. D'ici là, prenez soin de vous, rester en compagnie des programmes du seul et unique média de développement en République de Guinée. Au revoir.